Bonjour à tous. Alors, dans la dernière séance, on a vu l'oscillateur harmonique et tous les aspects énergétiques associés. Alors, aujourd'hui, on va voir l'influence des frottements sur le comportement d'un oscillateur mécanique. Donc, de manière générale, en présence des frottements, l'énergie mécanique va varier, va décroître, puisque le travail des forces de frottement, qui sont des forces non conservatives, est un travail négatif. Et on va alors assister à un phénomène d'amortissement, puisque je vous rappelle que l'énergie mécanique d'un oscillateur est en général proportionnelle au carré de l'amplitude. Donc si l'énergie mécanique diminue, l'amplitude des oscillations va aussi diminuer. En fait, on va voir deux phénomènes. Soit on va observer une diminution de l'amplitude des oscillations au cours du temps, donc un phénomène de diminution accompagné d'oscillations, soit on va observer un retour à l'équilibre, mais sans aucune oscillation. Dans tous les cas, le système va tendre inexorablement vers sa position d'équilibre, car les forces de frottement vont de toute façon dissiper l'énergie mécanique initiale. Pour introduire les frottements, on va considérer que le pendule, prenons le pendule élastique, baigne dans un fluide qui va offrir une résistance visqueuse. Alors, on pourrait très bien, par exemple, imaginer le pendule dans un liquide, mais de toute façon, il est au moins dans l'air. L'air est un fluide qui va de toute façon offrir une certaine résistance. Alors, on a déjà vu que les forces de frottement dues au fluide sont difficiles à modéliser. On a en général des forces soit en V carré, soit en V. Pour faciliter le traitement mathématique, je vais prendre un frottement visqueux linéaire en vitesse. C'est-à-dire que je vais poser F égale moins alpha V, donc la force de frottement est opposée au vecteur vitesse, ce qui est le propre d'une force de frottement, et je vais prendre une norme qui est proportionnelle à la vitesse. Alpha désigne un coefficient de frottement qui bien sûr va dépendre, alors en général ce coefficient va dépendre de la viscosité du fluide. Euh, Évidemment, de l'eau va frotter beaucoup plus que de l'air, et puis ce coefficient va aussi dépendre en général de la dimension de, de l'objet suspendu au ressort. Donc, mettons que ce coefficient soit donné. La question que je me pose, c'est voilà, comment va se comporter l'oscillateur mécanique en présence de cette force de frottement. Alors si j'écris le PFD, alors vous vous souvenez, quand on écrit le PFD d'un pendule élastique, on obtient mx point point, qui est le m fois l'accélération, égale moins kx, où x est le déplacement par rapport à la position d'équilibre. Là, le fait d'introduire une force de frottement va entraîner l'ajout d'un terme supplémentaire, moins alpha x point. Si je mets tous les termes du même côté, j'obtiens une équation différentielle. Vous voyez ici, x point point plus alpha sur m x point plus k sur m x égale 0. Autrement dit, j'obtiens une équation différentielle du second ordre, linéaire, avec des coefficients, ici 1, alpha sur m, k sur m, qui sont des constantes. Donc j'obtiens une équation différentielle qui a fait l'objet d'une étude en mathématiques. En général, cette équation différentielle, on la met sous une forme canonique. On la met sous la forme suivante. Donc, je vous demanderai de retenir ça. Un oscillateur harmonique linéairement amorti. Alors, linéairement amorti, j'entends par là le terme d'amortissement, le terme de frottement est proportionnel à la vitesse. Donc, obéit à une équation différentielle dont la forme canonique s'écrit x point point plus 2 lambda x point plus oméga 0 carré x égale 0. Alors oméga 0 carré, on l'a déjà rencontré, c'est la pulsation propre de l'oscillateur, qui ici pour le pendule élastique vaut k sur m, mais pour d'autres pendules s'exprime différemment. Et puis lambda ici, c'est un coefficient que l'on va appeler le coefficient d'amortissement de l'oscillateur. Alors on met un 2, ça permet juste de simplifier les équations. Le terme 2 lambda x point est ce qu'on appelle le terme dissipatif, parce que c'est ce terme qui va être responsable de la dissipation d'énergie mécanique. Alors, moi je vais utiliser cette équation sous cette forme canonique pour résoudre cette équation différentielle.
Alors, vous avez vu en mathématiques que pour résoudre cette équation différentielle, il faut écrire l'équation caractéristique. Donc j'écris l'équation caractéristique. Ici, r carré plus 2 lambda r plus oméga 0 carré égale 0. Je cherche les solutions de cette équation. Ici, on a une équation du second degré, donc je vais avoir a priori deux solutions. Et ces deux solutions rentreront dans une exponentielle. Je rappelle que les solutions sont de la forme exponentielle de r fois t, t étant la variable. Alors, cette équation du second degré admet deux racines, et pour les connaître, il faut d'abord calculer le discriminant. Alors, le discriminant s'écrit delta égale 4 fois lambda 2 moins oméga 0 carré. Et donc, bien sûr, on va distinguer trois cas suivant le signe du discriminant. Alors, le premier cas, c'est le cas le plus intéressant, je dirais. C'est le cas où le discriminant est négatif. C'est-à-dire le cas où lambda est plus petit qu'oméga 0. Donc ça, physiquement, ça veut dire que le terme dissipatif, il est relativement faible. Et on verra qu'on va observer un amortissement faible qui va s'accompagner d'oscillations. Le deuxième cas, c'est le cas où le delta est positif. Dans ce cas-là, lambda est grand devant oméga 0, donc le coefficient d'amortissement est important, on parle d'amortissement fort. Et là, nous verrons que le système tend vers sa position d'équilibre sans osciller. Et enfin, il y a le cas ici où delta égale 0, pour lequel la racine sera double. Donc ce cas-là, c'est ce qu'on appelle l'amortissement critique. Dans ce cas-là, lambda vaut oméga 0, et c'est un cas intermédiaire entre ces deux cas. Commençons par étudier le cas le plus intéressant, le cas où delta est négatif. Alors le cas où delta est négatif correspond à ce qu'on appelle le régime pseudo-périodique. Pourquoi? Parce que vous allez voir, ça va donner naissance à des oscillations. Si vous reprenez l'équation caractéristique, sachant que le discriminant est négatif, les racines de cette équation seront donc des nombres complexes. J'écris ces nombres complexes, donc là j'ai deux solutions, moins lambda plus ou moins i, racine carrée de l'opposé du discriminant, puisque delta est négatif. Alors vous voyez, ça peut s'écrire moins lambda plus ou moins i, et ça c'est un nombre qui est homogène à une pulsation que je vais appeler oméga. Ce oméga, il dépend de la pulsation propre, et il dépend aussi du terme d'amortissement. Lorsque je vais remplacer ça dans mon exponentielle, je vais avoir une exponentielle de moins lambda t fois exponentielle de i oméga t, ou moins i oméga t. Alors vous vous souvenez que comme x, l'élongation du pendule, est un nombre réel, il faut prendre la partie réelle. Et quand vous prenez la partie réelle des termes en exponentielle i oméga t, vous obtenez un cosinus oméga t plus phi. Je l'ai déjà expliqué dans la première partie de ce chapitre. Donc, au final, ce que l'on va obtenir, c'est une constante fois exponentielle de moins lambda t fois cosinus oméga t plus phi. Si j'appelle grand A de t ce terme-là ici, grand A de t va jouer le même rôle qu'une amplitude, simplement cette amplitude va dépendre du temps. Comme le cosinus est compris entre 1 et moins 1, ça veut dire que la courbe représentative de x de t va être comprise entre a de t et moins a de t. Alors si je trace cette courbe, par exemple a exponentielle moins lambda t, j'obtiens une exponentielle décroissante. Si je trace l'autre courbe, moins a exponentielle moins lambda t, j'obtiens une exponentielle croissante. Ces deux exponentielles se rejoignent, tendent vers 0. Et à l'intérieur, si je multiplie ça par un cosinus oméga t, je vais bien sûr avoir des oscillations qui vont être enveloppées par ces deux courbes en orange. Donc je vois ici manifestement des oscillations qui vont s'amortir exponentiellement. On pourrait aussi montrer que si je prends la tangente à l'origine de l'exponentielle ici, cette tangente à l'origine va couper l'axe des x ici en t égale 1 sur lambda. Donc on pourrait trouver aussi lambda de cette façon-là. Vous voyez ici, ces oscillations amorties s'amortissent avec une certaine période d'oscillation,
Et en fait, si je mesure la période du cosinus oméga t plus phi, je trouve bien sûr t égale 2pi sur oméga, qui est la période du cosinus. Vous l'obtenez par exemple en mesurant l'écart entre deux maxima, ici. Ça correspond à t. Et cette période, on l'appelle la pseudo-période. Pourquoi? Parce qu'en fait, le phénomène n'est pas périodique, puisqu'il y a un terme d'amortissement. Donc cette pseudo-période est reliée à oméga 0 et à lambda par la formule 2pi sur oméga, avec oméga égale racine carrée de oméga 0 carré moins lambda 2. Donc comme vous le constatez, t est légèrement plus grand que t0, t0 étant la période propre de l'oscillateur harmonique. Le fait d'introduire des frottements fait que, ici j'ai un lambda, du coup oméga est légèrement plus petit qu'oméga 0, et donc t va être légèrement plus grand que t0. Autrement dit, et ça paraît naturel, le fait qu'il y ait des frottements fait que l'oscillateur va osciller un peu moins vite. Donc ça c'est le cas où delta est négatif, où les racines sont complexes. Passons maintenant au cas où delta est positif. Alors si delta est positif, les racines sont réelles. Donc je rappelle, dans ce cas-là, lambda est plus grand qu'oméga 0. Vous pouvez facilement exprimer les racines, je ne vais pas le faire ici, mais vous reprenez l'équation caractéristique, vous calculez les deux racines, donc je les ai appelées R+, et R-. Ce sont des nombres réels, donc la solution s'écrit A1 exponentielle R plus t plus A2 exponentielle R moins t, A1 et A2 étant des constantes d'intégration qui dépendront des conditions initiales. Alors, il est assez facile de voir, je vous laisserai faire, mais on peut montrer que les deux racines R plus et R moins sont des nombres réels qui sont négatifs. De sorte que ces exponentielles-là, de toute façon, elles tendent vers 0 ici. Donc, fatalement, x de t va tendre, lorsque t tend vers l'infini, va tendre vers 0. Donc, le pendule va forcément tendre vers un régime permanent où il sera en position d'équilibre. Comme il n'y a pas de terme en cosinus ici, la façon dont le pendule va tendre vers l'équilibre ne s'accompagne pas d'oscillation. Alors par exemple, là j'ai représenté en bleu le comportement, c'est le comportement d'un pendule élastique avec des conditions initiales qui sont x de 0 égale 0, vous voyez on part de 0, et vous voyez la pente ici, elle n'est pas en bleu, la pente là, elle n'est pas nulle, en fait j'ai une vitesse initiale, j'ai un x point initial qui n'est pas nul. Donc par exemple, concrètement, je mets le pendule au repos et je le perturbe en lui impulsant une vitesse initiale. Si lambda est plus grand qu'oméga 0, donc là j'ai pris 5 oméga 0, donc là il y a des frottements, il y a beaucoup de frottements, eh bien on voit ici le système qui va s'amortir mais très doucement. Là ça décroît mais très lentement, et ça va décroître d'autant plus lentement que le coefficient de frottement est grand. Donc plus il y a du frottement, plus il va falloir attendre longtemps avant qu'on soit en régime d'équilibre. Donc ça c'est ce qu'on appelle le régime apériodique, ce qui traduit le fait qu'il n'y a pas d'oscillation. Deuxième régime, le cas où delta égale 0. C'est le régime critique. Dans ce cas-là, vous avez lambda égale oméga 0. Alors, vous avez dû voir ça en mathématiques. Dans le cas où delta égale 0, j'ai qu'une seule racine. Elle est double. Et si j'ai qu'une seule racine, je ne peux pas écrire la solution sous la forme exponentielle de RT, parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait qu'une seule constante d'intégration. Or, il doit y avoir deux constantes d'intégration pour une équation d'ordre 2. En fait, dans le cas où la racine est double, la solution s'écrit comme exponentielle de RT fois un polynôme de degré 1. Concrètement, ici, vous allez avoir x de t qui va s'écrire a1t plus a2, qui est un polynôme, ici, la variable c'est le temps, encore une fois, c'est un polynôme de degré 1, ici, avec deux constantes d'intégration, exponentielle de la racine double fois le temps. Alors la racine double, vous pouvez voir que si vous résolvez l'équation caractéristique avec delta égale 0, vous obtenez moins oméga 0. J'ai représenté en orange ce qui se passe dans le cas où lambda égale oméga 0, avec les mêmes conditions initiales, vous voyez.
j'ai pris x de 0 égale 0, puis une vitesse initiale identique à celle pour la courbe en bleu. Donc vous voyez là, l'élongation va varier beaucoup plus, ça frotte moins, et ça revient à l'équilibre sans osciller, hein, vous voyez, la courbe ne passe pas dessous l'axe des temps, il n'y a pas d'oscillation, ça revient vers 0, tranquillement, assez rapidement. Alors on peut même montrer, et ça c'est un résultat qu'il faut connaître, que lorsque on est en régime critique, le retour à l'équilibre est le plus rapide. En fait, si vous voulez que l'oscillateur retrouve sa position d'équilibre le plus rapidement possible, eh bien le mieux, c'est de régler un frottement tel que on soit en régime critique. Voilà ce qu'il faut savoir sur l'oscillateur harmonique amorti. Donc l'équation différentielle x point point plus 2 lambda x point plus oméga 0 carré x égale 0. Connaître les trois régimes, le régime pseudo-périodique pour lequel delta est négatif, lambda est plus petit qu'oméga 0, le régime apériodique pour lequel lambda est plus grand qu'oméga 0, et donc delta est positif, et le régime critique pour lequel lambda égale oméga 0, c'est-à-dire delta égale 0. J'insiste, il faut être capable de déterminer la solution de l'équation différentielle. Donc je vous incite à vous entraîner. Dernière petite chose, vous pouvez un petit peu sentir ce qu'il y a dans les équations en faisant des petites expériences numériques. Alors il y a un site qui est très bien fait, qui est le site de Geneviève Tuloux, qui est hébergé à l'université de Nantes. Vous arrivez sur cette page, alors vous avez beaucoup de choses autour des oscillateurs. Par exemple, vous avez des simulations en JavaScript ou en Flash. Alors le Flash est un peu passé de mode. Normalement, tous les navigateurs récents peuvent exécuter du JavaScript, donc je vous encourage plutôt à cliquer sur JS ici, comme JavaScript. Donc voilà, par exemple, on arrive ici sur une page avec ici un pendule élastique, ici l'évolution de l'élongation au cours du temps, et ici les paramètres, la position initiale, la vitesse initiale. Donc là ici, je vais tirer sur le ressort, je lâche en vitesse. Et là, je peux jouer sur les paramètres. Lambda, c'est le coefficient d'amortissement, et oméga, c'est en fait la pulsation propre, oméga 0 en réalité. Je vais fixer oméga 0 à 1 radian par seconde. Alors vous voyez, si je mets lambda égale 0, 1 seconde moins 1, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens un régime pseudo-périodique avec de nombreuses oscillations, hein, ça s'amortit lentement. Alors en bas, vous avez un autre espace, c'est l'espace avec ici la position en abscisse et la vitesse en ordonnée. Cet espace, c'est ce qu'on appelle l'espace des phases, et on peut représenter au cours du mouvement la courbe que décrit l'état du système, qu'on appelle une trajectoire de phase. Alors on peut montrer que dans ce cas-là, ça décrit une spirale qui va tendre vers ce qu'on appelle un attracteur, qui est le centre ici de l'espace des phases, ce qui traduit le fait qu'on a ici des oscillations qui vont s'amortir en zéro. Alors si maintenant vous mettez beaucoup de frottement, par exemple mettons lambda égale 2 secondes moins 1, donc là lambda est supérieur à oméga 0, donc là je suis en régime apériodique. Pour les mêmes conditions initiales, voilà ce que je vais observer. Voilà, on va avoir ici une évolution tout simplement monotone. Et donc vous voyez, j'atteins l'équilibre à peu près au bout de 15 secondes. Si maintenant je me place en régime critique, c'est-à-dire lambda égale oméga 0, donc je mets ici lambda égale 1, ici. Regardez, c'est la même chose, sauf que, vous voyez, j'atteins l'équilibre ici en 5 secondes. Donc c'est beaucoup plus rapide. Alors, si je diminue encore lambda, bien sûr, je vais avoir un régime pseudo-périodique, et je ne vais pas, vous voyez, je vais mettre beaucoup plus de temps à atteindre l'équilibre, vous voyez, par ici, là, au bout de 15 secondes. Donc le régime vraiment qui me permet d'arriver en zéro le plus rapidement possible, c'est le régime critique.